Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Alexandre Benalla viendra-t-il au Sénat mercredi à 48 heures de son audition par la commission d'enquête? Son avocat laisse planer le doute, il dit étudier tous les recours. En attendant, l'exécutif met en garde la Haute Assemblée. Le Parlement ne peut empiéter sur le domaine judiciaire, rappelle la garde des Sceaux. Le débat est à suivre. L'éducation nationale va-t-elle faire les frais des prochains arbitrages du projet de loi de finances? Jean-Michel Blanquer confirme la suppression de 1800 postes. Inquiétude des syndicats qui voient, je cite, un mauvais signal avant la réforme du bac. Les réactions au Sénat dans un instant. Un an après leur promulgation, on s'intéresse aujourd'hui aux ordonnances réformant le droit du travail. Premier chantier d'envergure du quinquennat. Si elles ont contribué à faire baisser le recours au prud'homme, elles ont eu moins d'impact sur les créations d'emplois. On en parle dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à tous nos débats avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi et pour les réactions des sénateurs à l'actualité aujourd'hui, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences. À 2 jours de l'audition d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête sénatoriale, l'exécutif durcit le ton contre le Sénat. Après les attaques formulées par 3 membres du gouvernement, dont la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, contre les travaux de la Haute Assemblée, c'est maintenant au tour du patron des sénateurs La République En Marche d'annoncer son intention de boycotter cette commission. Les explications d'Aurélien Romano. Il y avait déjà eu mardi le coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Gérard Larcher afin de lui rappeler les limites du rôle des sénateurs. La charge contre la commission d'enquête a continué vendredi avec Christophe Castaner qui s'interroge sur l'apport du Sénat dans l'établissement de la vérité. Le rôle des sénateurs serait clairement politique pour le chef du parti présidentiel. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République. Samedi, c'est au tour de la ministre de la Justice de mettre à nouveau en garde sur la séparation des pouvoirs et insister pour que le Sénat reste à sa place. Elle le fait dans une tribune très solennelle au journal Le Monde. Le président de la République et tout ce qui touche à la fonction présidentielle ne saurait faire l'objet d'une commission d'enquête, car cela reviendrait à rendre le chef de l'État responsable devant le Parlement. Et dimanche, les sénateurs du groupe La République En Marche annoncent leur boycott de l'audition d'Alexandre Benalla, prévue ce mercredi. Une décision qui aurait été prise la semaine dernière, d'après le président du groupe François Patriat. Certains sénateurs, pourtant, comme Alain Richard, étaient très impliqués dans les travaux de la commission. Ah, monsieur Richard. À savoir si, à votre connaissance, ou si vous disposiez d'indices faisant supposer qu'il y avait d'autres personnes que M. Benalla qui s'ajoutaient au GSPR, je n'ai pas eu la réponse. En juillet, il est intervenu à presque toutes les auditions. Une décision de boycott, évidemment politique et assumée comme telle, qui vise à jeter le doute sur le réel but de la commission d'enquête dirigée par Philippe Bas. Et on va d'ailleurs écouter la réaction du sénateur LR de Paris, Philippe Dominati. Il était au micro de Tam Tranui il y a quelques instants. Écoutez. Philippe Dominati, les 3 sénateurs de La République En Marche n'assisteront pas à l'audition d'Alexandre Benalla de mercredi. Certains, comme Alain Richard, jugent que cela ne se justifie pas d'un point de vue institutionnel et que par ailleurs cela peut interférer avec l'enquête judiciaire. Quelle est votre réaction? La surprise, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? On se demande dans cette commission d'enquête pourquoi d'un seul coup elle prend autant d'importance et qu'est-ce que La République En Marche a à cacher? Parce qu'en réalité il y a un fait. Hier, j'entendais M. Castaner, qui est le patron de La République En Marche, qui disait qu'il y a eu un comportement de voyou. Alors pourquoi on essaye de protéger des gens qui ont un comportement de voyou? Auparavant, Christophe Castaner, la semaine dernière, a demandé aux sénateurs de ne pas s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République à travers cette commission d'enquête. Écoutez, ça n'a pas été question, ça n'a jamais été à l'ordre du jour, et il n'y a que M. Castaner qui pense cela. Ce n'était pas du tout, à ma connaissance, le but de la commission d'enquête. Que pensez-vous de ce qu'estime Alain Richard? C'est-à-dire que lui, il dit, eh bien, ce n'est pas utile cette audition, puis il va être très difficile de
poser des questions sans interférer sur l'enquête. Pour lui, eh bien, ça va être difficile de poser des questions. C'est pas la première fois, c'est arrivé souvent qu'une commission d'enquête interroge des personnes mises en examen. Et si M. Richard veut que je rappelle que M. Cahuzac est passé devant une commission d'enquête dont le rapporteur était socialiste à l'Assemblée nationale, pourquoi il ne l'a pas dit à l'époque, par exemple ? M. Cahuzac avait été mis en examen et il est passé quand même devant une commission d'enquête parlementaire, à ma connaissance. Donc vous jugez que cette commission d'enquête sénatoriale ne va pas trop loin et qu'elle poursuit les buts qu'elle s'était fixés depuis le départ. Elle fait ce que font toutes les commissions d'enquête. Il y a eu une commission d'enquête sur les laboratoires pharmaceutiques, il y avait des personnes mises en examen, on a auditionné quand même les personnes mises en examen. C'est le rôle d'une commission d'enquête. Ce qu'il y a d'étrange dans cette affaire, c'est que normalement la commission d'enquête aurait dû se dérouler normalement et peut-être même que ses travaux seraient déjà achevés et qu'on voit une crispation du pouvoir, de l'exécutif, d'une manière anormale, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Et ça, c'est troublant, c'est étonnant que le garde des Sceaux intervienne pour défendre quelqu'un qui, par ailleurs, on dit qu'il a fait des actes qui sont a priori condamnables. Elle s'est, effectivement, Nicole Belloubet a notamment s'est interrogée sur une instrumentalisation de cette commission d'enquête. Je crois que c'est le manque d'expérience. Il faudrait que le garde des Sceaux voie comment se sont passées les autres commissions d'enquête. C'est passé à plusieurs reprises. J'ai peut-être le sentiment que, dans l'esprit du pouvoir, la commission d'enquête doit être dirigée par des membres de la majorité présidentielle. C'est vrai que dans le cas de la commission Cahuzac, c'était le président Hollande et que le rapporteur était socialiste. Alors c'est beaucoup plus simple. On a vu que la dextérité avec laquelle la commission d'enquête s'est déroulée à l'Assemblée nationale, où elle a mis fin à ses travaux très rapidement, elle n'a pas voulu auditionner et donc découvrir quoi que ce soit, on a le sentiment que pour le pouvoir, la commission d'enquête n'a de validité que si elle est dirigée par des membres du pouvoir pour mettre la poussière sous le tapis. Bon, c'est pas le rôle, ou en tout cas au Sénat, traditionnellement, depuis longtemps, des commissions d'enquête, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Alors vous qui avez d'ailleurs été président de commission d'enquête au Sénat, comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a une demande de huis clos? On sait que l'avocat d'Alexandre Benalla fait planer le doute. Il dit peut-être qu'il va demander ce huis clos pour cette audition prévue mercredi. Écoutez, c'est un réflexe naturel. Moi, lorsqu'il y avait la commission d'enquête sur la fraude fiscale, ça arrivait presque régulièrement que la personne auditionnée, sur le conseil de son avocat, demande le huis clos. Généralement, on ne l'obtient pas. On l'obtiendrait s'il y avait des mineurs en cause, s'il y a des affaires particulières dont le bureau de la commission d'enquête, le bureau dans lequel les membres de La République En Marche peuvent siéger, le décide. Bon, vous me dites qu'il ne siège pas, je ne sais pas ce que va donner le bureau, mais en réalité, en l'occurrence, ça ne me semble pas raisonnable ou acceptable. On ne voit pas ce qu'il y a, ce qui pourrait justifier le huis clos dans cette circonstance-là. Voilà pour la réaction du sénateur Philippe Dominati. Alors, faut-il auditionner Alexandre Benalla? C'est le débat de Sénat 360. Et pour nous éclairer sur ce point, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Raymond Hugonet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de l'Essonne. Face à vous, Rachid Temal, bonjour, sénateur socialiste du Val d'Oise. Et puis Dominique Rousseau, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On a vu, première question pour vous, Dominique Rousseau, cette tribune de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui estime bien que le Parlement ne peut pas, je cite, empiéter sur le domaine judiciaire. Est-ce que c'est le cas avec cette commission d'enquête sénatoriale? La réponse est non. La commission d'enquête est parfaitement fondée à enquêter sur l'affaire Benalla, comme on dit, à condition que les sénateurs ne posent pas de questions sur les faits relevant de l'instruction judiciaire. À la décharge de la ministre de la Justice, il faut reconnaître que chaque fois qu'il y a la création d'une commission d'enquête parlementaire, il y a toujours un problème de frontières lorsqu'il y a une enquête judiciaire qui est menée. Et ce qui est amusant, si j'ose dire, pour un constitutionnaliste, lorsqu'on regarde l'histoire, c'est que lorsqu'il y a eu l'affaire dite des sondages de l'Élysée, Michel Alliot-Marie, ministre de la Justice, a tenu exactement le même discours que Nicole Belloubet aujourd'hui, c'est-à-dire on ne peut pas créer une commission d'enquête parce que ça mettrait en cause l'Élysée, c'est-à-dire le président de la République, et il n'y a pas de responsabilité du président de la République devant la commission d'enquête. Donc moi je dis, halte, on se calme. On se calme, les arguments sont interchangeables. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours une frontière très délicate
entre les questions que pourront poser les parlementaires qui ne doivent pas être des questions sur les faits judiciaires. C'est tout l'enjeu, de l'audition d'Alexandre Benalla. Mais Benalla doit venir. Mais il doit venir. Pour autant, Rachid Temal, est-ce que Philippe Bas ne se transforme pas un peu en justicier avec cette commission d'enquête? On a entendu encore, je reprends les propos de Nicole Belloubet, parler d'instrumentalisation politique. Pas du tout. Monsieur Bas, le président Bas, fait le travail d'un sénateur. Je rappelle que la Constitution française prévoit bien que le Parlement contrôle l'exécutif. C'est dans ce cadre-là que cela se fait. Et comme vous l'avez rappelé, les commissions d'enquête sont constitutionnelles, il y a une organisation et tout se passe bien. D'ailleurs, bien au Sénat, surtout quand on regarde ce qui s'est passé à l'Assemblée, parce que quand une commission d'enquête est dirigée par les amis de Madame la ministre de la Justice, c'est une catastrophe ce qui s'est passé à l'Assemblée. Et je terminerai par un point. J'ai lu la tribune de la ministre de la Justice. Mais quand même, quand elle est aux côtés du président de la République à l'occasion du pot des parlementaires de la République En Marche, et que le président de la République nous fait un grand show jusqu'à dire « venez me chercher », et donc il empiète sur l'enquête, elle l'applaudit. Et là, il n'y a pas de problème. Elle, quand elle fait cela, il n'y aurait pas de problème. Et quand nous respectons la Constitution en tant que parlementaires, il y aurait un problème. Il faut être un peu sérieux. Il y a quelques mois, on nous disait l'affaire Benalla, c'est rien. C'est rien. Aujourd'hui, depuis 3 jours, vous avez la moitié du gouvernement qui monte au créneau. Comment vous l'expliquez, ça? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi protéger M. Benalla? Pourquoi ce gouvernement se transforme en garde du corps de l'ancien garde du corps du président de la République? C'est une question qui, moi, m'interroge. Je crois qu'elle interroge tous les Français avec qui nous discutons ces dernières semaines. Pourquoi le président de la République, ses ministres, s'évertuent à protéger de façon éhontée M. Benalla? Ça, c'est la vraie question. Sur ce qui se passera le 19, la commission d'enquête travaille sur les dysfonctionnements. Et donc, il est normal qu'une personne qui est venue, M. Benalla, et M. Kras, que je rappelle que M. Kras était même armé lors des événements du 1er mai, c'est normal qu'on les entende sur pourquoi ils se sont retrouvés. Alors on va y venir, Rachid Temal, mais donc, on rappelle qu'ils sont tous les deux mis en examen. Donc il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Et je rappelle que, et pour terminer par rapport à M. Castaner, qui lui aussi fait un numéro de claquette, il parle de volonté d'empêchement du président de la République. Qui lisent simplement la Constitution française. Volonté de destituer. Oui, mais qui lisent la Constitution française. Pour cela, il faut le Parlement, l'Assemblée, le Sénat. Donc, ça ne se passera jamais parce que sa majorité... Les assemblées, effectivement, réunies en voilà. Jean-Raymond Hugonet, est-ce qu'on a malgré tout quand même le sentiment peut-être que l'exécutif est malmené par le Sénat en ce moment? Ah bah ça serait la meilleure de l'année, celle-là, parce que c'est plutôt le contraire. Vous voyez, moi je suis sénateur depuis 1 an. Et j'observe depuis 1 an le mépris affiché de l'exécutif pour le Sénat. Alors, pourquoi? Parce que le Sénat est dans l'opposition. Mais encore une fois, ça serait faire injure au Sénat, et je parle sous le contrôle d'un éminent constitutionnaliste, pour justement ne pas percevoir ce qui se fait au Sénat. C'est-à-dire un travail, un débat. On peut être d'opinions totalement différentes. La qualité des débats au Sénat, j'en atteste, on me l'avait dit, mais là j'en atteste, est d'un autre niveau. On n'est pas du tout dans cette espèce de chicaya permanente. Et le fait qu'on confonde une commission d'enquête, c'est pas un tribunal. C'est pas le président Bas, Philippe Bas, n'a rien. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui connaît la Constitution sur le bout des doigts. Et on le voit bien, les Français que nous voyons dans nos circonscriptions nous l'ont dit. Les rapports de la commission d'enquête, les auditions étaient très intéressantes au Sénat. Pourquoi? Parce que c'est factuel. Et aujourd'hui, la question que l'on se pose, indépendamment de ce que vient de dire Rachid Temal, c'est quelle était la fonction exacte de M. Benalla au sein de l'Élysée? Comment a-t-il pu, sur demande de l'Élysée, par exemple, avoir un permis de port d'armes? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une paille. Eh bien, on ne le sait toujours pas. Dominique Rousseau, vous l'avez rappelé, les sénateurs marchent néanmoins sur le fil du rasoir, puisque tout ce qui touche à la fonction présidentielle ne peut pas faire l'objet d'une commission d'enquête. Dans les faits, ça reviendrait finalement à rendre le chef de l'État responsable devant le Parlement, et ça, la Constitution l'interdit. Le chef de l'État n'est pas responsable, sauf s'il y a un manquement grave au devoir de sa charge. Et les devoirs de sa charge sont définis à l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire. Et s'il manque manifestement à ces devoirs, à ce moment-là, se réunit une haute cour de justice, composée de l'Assemblée nationale et du Sénat, présidée par le président de l'Assemblée nationale, et qui enquêterait. Mais il n'en est absolument pas question dans cette affaire. Il s'agit simplement
Pas d'atteinte à la séparation des pouvoirs. De mon point de vue, il n'y a pas d'atteinte à la séparation des pouvoirs. Je reconnais, et ça on peut peut-être, je disais tout à l'heure, faire crédit au ministre de la Justice, quelle que soit sa couleur politique. Quand une commission d'enquête parlementaire se crée et qu'il y a en même temps une enquête judiciaire, on est toujours sur le fil de rasoir. Et vous rappeliez le président Philippe Bas, qui est un grand président, qui est un grand juriste, lui-même, avant les vacances, s'est interrogé. Parce que Benalla nous a fait le coup de Macron. Venez me chercher. Bien sûr. Avant les vacances, il disait « je veux être auditionné ». Et c'est le président Bas lui-même qui disait « est-ce que juridiquement, c'est vraiment possible ?» Et puis, Philippe Bas est un très bon juriste. Il a vu que c'était possible d'auditionner Alexandre Benalla, qu'Alexandre Benalla n'avait pas le droit de refuser, sous peine d'amende et de prison. En revanche, il aura le droit de refuser de répondre à des questions qui sont dans le champ de l'instruction judiciaire. Est-ce qu'il peut aussi complètement se taire? Parce que ça, c'est aussi un système, un droit de défense, ça peut être un choix. Jean-Raymond Higonnet. Ce serait quand même la meilleure, là encore, dans la mesure où Alexandre Benalla s'est répandu à la fois dans les journaux et au journal de TF1, au journal télévisé de TF1. Donc je ne vois pas pourquoi il accepte de parler aux médias, sans vous faire injure, et pourquoi il ne viendrait pas, dans une audition absolument cadrée, comme vous l'avez rappelé, plancher devant la commission d'enquête. On marche sur la tête, sincèrement. Oui. Mais là encore, je rappelle les propos de Nicole Belloubet, les contraindre, je cite donc les victimes potentielles, les accusés, à comparaître sous serment pourrait être regardé comme une atteinte à leur droit à garder le silence, nous dit la garde des Sceaux. Mais comme a dit mon collègue, encore une fois, là, tout ça est assez incompréhensible. Les choses sont relativement simples. Il y a un salarié de l'Élysée, un salarié République En Marche, qui se trouve dans une manifestation qui, semble-t-il, aurait agressé à plusieurs reprises le 1er mai. Il y a une enquête, la presse fait son travail. La commission d'enquête est simplement pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le processus de sécurité que nous avons à la tête de l'État. C'est juste là, normal. Le pouvoir nous a indiqué avant l'été qu'il n'y avait pas d'affaire. Tout ça n'était rien, c'était les dérives personnelles d'un homme. Là, aujourd'hui, on met en branle tout l'appareil d'État, l'État et l'REM, pour empêcher une audition. D'ailleurs, certains parlementaires de La République En Marche, dont François Patrien, qui est le président du groupe ici, a dit qu'il boycotterait cette édition. Oui, Alain Richard aussi. Oui, Alain Richard aussi. Ça passera d'eux. Mais on fera sans eux, parce que, vous savez, encore une fois, ce sont des débats publics, télévisés. Donc chacun pourra constater la rigueur, le travail des membres de la commission d'enquête. Et il n'y a pas, dans notre commission d'enquête, un moment, elle ne se résume pas à cette audition-là. Il y a eu avant, il y en a d'autres après, et c'est un travail. Il faut que le pouvoir en place, franchement, il faut vraiment qu'il se calme. Dominique Rousseau, il y a aussi le risque qu'il soit amené à témoigner contre lui-même, justement, en répondant aux questions. Il peut contribuer à sa propre incrimination. Mais non, enfin, théoriquement peut-être, mais non, puisqu'il ne sera pas interrogé sur les faits qui relèvent de l'instruction judiciaire. Souvenez-vous, la commission d'enquête sur l'affaire Outreau. Il y a des magistrats qui ont été entendus. Et déjà à cette époque, on disait atteinte à la séparation des pouvoirs, le législatif empiète sur le pouvoir judiciaire. Non, puisque la commission d'enquête parlementaire se posait la question d'un éventuel dysfonctionnement de la justice. Ils n'allaient pas contrôler le jugement rendu par les magistrats, mais sur le fonctionnement de la justice. Et il y a des magistrats qui ont été auditionnés. Et là, on se demandait, est-ce qu'un magistrat peut être auditionné parce que... Donc, Benalla doit être auditionné et il doit répondre à toutes les questions qui ne sont pas couvertes par l'instruction judiciaire. Par exemple, sa fiche de paie, combien il gagnait, qui l'a embauché, quel était son supérieur hiérarchique, combien de temps il passait à l'Élysée. Tout ça, c'est des questions qui ne relèvent pas du champ de l'instruction judiciaire et auxquelles il devra répondre. Et s'il ne répond pas, là aussi... Alors, avant de poursuivre ce débat, messieurs, on va aller à la salle des conférences où nous attend Tam Trani, puisqu'elle est avec le sénateur Richard Yung, sénateur La République En Marche. Est-ce que lui, il ira mercredi assister à cette audition ? Oui, tout d'abord, Richard Yung, votre réaction à cette décision de certains de vos collègues de ne pas assister à l'audition d'Alexandre Benalla, de boycotter cette audition mercredi. Est-ce que pour vous, c'est justifié ? D'après ce que j'ai pu lire, certains de mes collègues
ils sont 3 d'ailleurs je crois, considèrent que cette audition est inopportune et inutile. Et qu'elle est à la limite du respect du droit constitutionnel et du droit parlementaire. Et en ne venant pas, en n'y participant pas, ils montrent leur mauvaise humeur et leur analyse que je viens d'indiquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Bon, jusqu'ici, vous n'avez pas assisté à ces auditions comme membre de la Commission des finances, mais est-ce que vous êtes d'accord avec leur analyse? Je ne suis plus membre de la Commission des finances, d'ailleurs. Je suis à la Défense et aux Affaires étrangères. Mais peu importe, je ne participe pas à la commission d'enquête, mais vu de l'extérieur, je comprends les arguments d'Alain Richard, que j'ai donné tout à l'heure, qui pense qu'au fond, c'est une marque de partialité et qui va être, au fond, au débit du Sénat. Est-ce que vous iriez jusqu'à ce que dit François Patria, qui estime que la commission se transforme en juge, en accusateur, et qu'elle cherche à atteindre le président de la République? On a entendu aussi les propos de Nicole Belloubet, encore ceux de Christophe Castaner, qui sont aussi sur ce sujet. On n'en est pas loin, parce qu'effectivement, l'argument important, lourd, c'est que lorsque quelqu'un, un citoyen, est devant un juge, donc du pouvoir judiciaire, les commissions d'enquête parlementaires ne doivent pas empiéter sur le travail du juge. Alors, évidemment, on nous dit, oui, mais on va lui poser des questions qui ne sont pas celles que le juge va poser. D'abord, on ne connaît pas les questions. Qui sont sur les dysfonctionnements de l'Élysée et non pas sur le déroulé des événements du 1er mai. Oui, mais la commission d'enquête et le Parlement, leur fonction, c'est pas d'évaluer et de juger le président de la République, c'est de juger le gouvernement. Or là, on sent qu'il y a un glissement qui vise à mettre en quelque sorte dans la boucle, si je puis me permettre, le président de la République. Jean-Pierre Sueur dit que lorsque l'on parle des dysfonctionnements de l'Élysée, on parle bien du dysfonctionnement d'une administration et que cela reste complètement dans le périmètre d'une commission d'enquête. C'est un peu difficile à croire, parce que toutes les questions de sécurité et d'administration de l'Élysée sont quand même sous la haute responsabilité et autorité du président. Donc c'est un argument que moi je n'accepterai pas, ça. Donc pour vous, il y a une instrumentalisation politique de cette commission d'enquête ? Tout à fait. Je pense qu'en plus ça occupe beaucoup l'opinion publique et les médias. Excusez-moi, et qu'on a bien d'autres problèmes beaucoup plus graves à traiter en France. Dernière question à Richard Yung. Comment réagissez-vous à la remise en cause, pour le coup, de l'institution sénatoriale qui a été faite par Alexandre Benalla, qui a dit que les sénateurs étaient de petites personnes, qui a aussi jugé que la commission d'enquête était contraire à la Constitution et à la démocratie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Non, je ne le félicite pas pour ces propos-là. Eh bien, merci beaucoup, Richard Yung, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Dominique Rousseau, on vient d'entendre le sénateur Richard Yung qui parle d'un glissement. Il y a quand même toujours cette question, justement, sur le champ d'action. Il reste un peu indéterminé de cette commission d'enquête. Est-ce qu'il est flou, ce champ d'action? Est-ce qu'il pourrait, justement, être amené à malmener, encore une fois, cette séparation des pouvoirs? Non. Théoriquement, il est très clair. Je reconnais, par l'expérience des différentes commissions d'enquête, que parfois, dans la pratique, c'est difficile aux sénateurs ou aux députés de poser des questions qui ne relèvent pas du champ. Donc, il y a on a eu un exemple très concret avec l'audition, pas plus tard que mercredi dernier, de Maxence Creusa. Lui-même mis en examen, certaines questions, il a refusé tout simplement d'y répondre. Oui. Non, mais il y a pas de... Bon, je veux bien qu'il y ait instrumentalisation politique, sans doute, mais sur le plan juridique, il y a un vrai problème. Autant c'est clair sur le papier, si j'ose dire, autant lorsqu'il faut poser des questions, c'est difficile. C'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est difficile. En revanche, là où juridiquement, je ne serais pas d'accord avec le sénateur, avec tout le respect que je dois évidemment aux élus du peuple, c'est que la commission d'enquête n'est pas un juge. Elle a à enquêter, premièrement, sur des faits, deuxièmement, sur la manière dont les services ont réagi. Et on ne va pas demander des comptes à l'Élysée sur la réforme du Code du travail, sur Parcoursup, sur la réforme de la SNCF. Ça, là, il y aurait atteinte à la séparation des pouvoirs. Là, il y aurait atteinte à la séparation des pouvoirs. Quoique
Je vous rappelle que le président Macron, lors de son discours au Congrès au mois de juillet, a accepté l'année prochaine de rester devant le Congrès, d'écouter les parlementaires et de répondre aux questions. Donc lui-même porte atteinte à la séparation des pouvoirs. Bravo, merci professeur. Lui-même porte atteinte à la séparation des pouvoirs en disant « je suis prêt à répondre à des questions sur ma politique ». Là, on ne va pas lui poser des questions sur sa politique, on va lui poser des questions sur la manière dont est administré l'Élysée. On ne posera pas, donc il n'y a pas un contrôle, comme on dit, de l'action politique du gouvernement, ou est-ce qu'il mène une politique libérale, sociale, écolo. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les services de l'Élysée. Les services de l'Élysée. On dit c'est l'Élysée. Tout le monde a dit dans les commissions d'enquête, c'est l'Élysée qui est responsable. Mais l'Élysée, c'est quoi l'Élysée? C'est des services, pas simplement des murs, avec un responsable qui est le président de la République en tant que chef de l'administration de l'Élysée, pas en tant que chef de l'exécutif. Donc là, encore une fois, l'enquête menée par le Parlement n'est pas une enquête qui vise à contrôler l'action de l'exécutif, ni l'action du gouvernement, mais la manière dont l'administration de l'Élysée est organisée et quelle place, quelle responsabilité dans cette administration avait été donnée à Alexandre Benalla. Jean-Raymond Hugonet. Ah, mais écoutez, là, sincèrement, professeur, je suis très heureux de voir que les élèves qui vont apprendre par votre entremise à la Constitution vont bien comprendre ce que c'est que la séparation des pouvoirs, parce que personne n'a repris. Quand le président est venu devant le Congrès à Versailles nous dire que non seulement il venait lui-même nous faire son discours, et c'est la Constitution maintenant, on pourrait... Voilà, mais qu'il envisage, parce que là on est dans la com, vous comprenez, de venir lui-même défendre les choses et discuter avec nous. Où est la séparation des pouvoirs? Qui la viole d'abord? Personne n'a repris ça. Mais c'est fondamental et je suis plutôt rassuré de l'entendre de votre bouche. Maintenant, la séparation des pouvoirs, on peut faire ce que l'on veut. Notre collègue l'a dit tout à l'heure. Voilà. Est-ce que cette affaire-là, on en fait l'affaire de quelqu'un qui est, excusez-moi sans rabaisser, mais un vigile de discothèque s'occupant de la sécurité du président de la République? Ce qui quand même interroge à la fois le sénateur et le contribuable, soit dit en passant, mais je ne vois pas pourquoi l'exécutif, en fait, M. Castaner a été caricatural. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour nos collègues sénateurs de La République En Marche, je le disais tout à l'heure, on s'écoute, mais tout le monde voit bien qu'ils sont en service commandé politique. Sauver le soldat Benalla. C'est surréaliste. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de l'exemple de Jérôme Cahuzac. On est un peu resté sur sa fin après l'audition de l'ancien ministre du Budget. Là, on peut avoir finalement le même cas de figure avec quelqu'un qui va se terrer dans le mutisme dont il ne sortira rien. Ça sera son choix. Et encore une fois, je ne dis pas que ça sera sa défense. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous venons écouter. Il répondra à des questions. Encore une fois, la France se demande ce que faisait Alexandre Benalla exactement, sa feuille de paye. Puisque nous autres sénateurs, nous sommes transparents. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra bientôt, on s'achète un paquet de cigarettes ou une boîte d'allumettes, il faudrait bien entendu donner la marque. Et voilà. Bon, ben là, on n'arrive pas à le savoir. Moi, j'attends au moins de savoir ce que faisait M. Alexandre Benalla au sein de l'Élysée exactement. Comment il a eu un permis de port d'armes demandé par l'Élysée, alors que c'est quand même pas une bagatelle et qu'on ne vous le donne pas comme ça a priori, puisque ça lui avait été refusé à plusieurs reprises. Voilà, ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Et je ne pense pas qu'on viole un secret de l'instruction en demandant ces questions. Oui. Rachid Temal, vous, qu'attendez-vous de cette audition? D'abord, moi, juste un mot sur notre collègue de La République En Marche tout à l'heure. Dire que ça sera mis au débit du Sénat, franchement, moi, si je pouvais me permettre de lui donner un conseil, ce serait quand même comment la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui a duré 4 jours, qui s'est auto-suicidé et qui ne rendra pas de rapport écrit. Vous m'entendez bien? C'est quand même surprenant. Une commission d'enquête, il n'y aura pas un rapport écrit. Vous êtes d'une réunion, vous avez un compte-rendu de réunion, là, il n'y aura rien. Enfin, là, pour le coup, en termes de j'allais dire... j'ai employé un terme qui n'était pas approprié à la télé, mais en tout cas, c'est quand même pas sérieux. Bon. Sur l'audition, comme mon collègue, comme vous l'avez dit, moi, il y a des choses simples. Enfin, on évoque. Aujourd'hui, on a reçu ces dernières semaines le préfet de police, le responsable d'un centre de questions de sécurité à ses côtés. On essaie de comprendre comment est-ce possible aujourd'hui en France qu'un salarié de l'Élysée dise à la télé, parce que, voilà, j'y suis allé avec l'autorisation de mon supérieur hiérarchique, il y a un salarié d'un parti politique armé qui s'y rend, et qu'on ne pourrait pas essayer d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, sans, encore une fois, remettre en question la justice. Nous respectons totalement.
Après, M. Benalla répondra ou ne répondra pas, c'est son droit, mais il nous semble normal. Parce que faire ce rapport-là, mais il pourra parler de sa fonction à l'Élysée, mais il ne pourra pas parler du 1er mai. C'est là, encore une fois. Par exemple, regardez, si je vous permette, mon collègue a parlé du port d'armes. C'est intéressant de l'entendre, puisque personne n'arrive à nous dire la réalité. On entend des ministres, on entend l'administration de l'Élysée, personne ne sait nous dire d'où vient, qui a validé ce port d'armes. Autre question. On nous dit il a plusieurs fonctions. Et puis, entre ce qu'on nous dit comme fonction, puis la réalité de ce qu'il fait, il y a aussi des incompréhensions. Autant demander à la personne. On nous a dit, par exemple, qu'il était en charge de la sécurité privée du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on peut lui demander. Donc, le débat qu'il y a au sein de la commission, c'est y a-t-il eu ou non des dysfonctionnements sur la sécurité? Et donc, on essaie de regarder, administration par administration, ce qu'il en est, simplement. C'est le pouvoir actuel qui veut en faire une question politique en protégeant Dominique comme Rousseau, cela M. Benalla. Son avocat, Maître Liénard, nous dit encore, je ne sais pas si mon client va venir, je peux peut-être regarder encore s'il y a d'autres recours. Est-ce qu'il dispose justement de recours et pour ne pas se présenter mercredi devant la commission sénatoriale? Écoutez, cette valse hésitation, d'un strict point de vue constitutionnel, je ne la comprends pas. Il y a une ordonnance du 7 novembre 1958 qui est claire. Le président de la commission a le droit de convoquer toute personne qu'il juge utile et la personne qui est convoquée doit venir sous peine d'une amende de 7 500 € et 2 ou 3 ans de prison, je crois. 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Bon, donc il doit venir. Donc il n'y a pas de recours possible. Je ne vois pas le recours qui pourrait être fait contre cette ordonnance. En revanche, il peut venir assister de ses conseils. Ça a été le cas lors des auditions précédentes. Il peut assister, mais il ne peut pas intervenir. C'est Alexandre Benalla qui devra répondre. Je voudrais revenir sur juste ce problème d'interférence entre enquête judiciaire, enquête parlementaire, pour redire qu'elles ont 2 objets totalement différents et que c'est constitutionnellement pertinent que ces 2 enquêtes puissent progresser de manière parallèle. Imaginez une seconde que le déclenchement d'une enquête judiciaire bloque l'enquête parlementaire. Ça donnerait au pouvoir exécutif un moyen de pression sur le législatif. C'est jamais arrivé, ça, Dominique Rousseau, quand justement il y a des mises en examen qui se déclarent pendant des commissions d'enquête parlementaires, ça doit les stopper? Absolument. Au début de la Ve République, il y avait une interprétation qui consiste à dire, dès qu'il y a une enquête judiciaire lancée, la commission d'enquête doit s'arrêter. Et on voyait bien l'usage. Alors là, il y avait une instrumentalisation politique, c'est-à-dire pour empêcher le Parlement d'enquêter, le ministre déclenchait une enquête judiciaire et disait aux parlementaires « stop ». Qui n'arrivait jamais au bout. Donc il y a ensuite une autre lecture et une modification des textes, notamment en 2008, qui a constitutionnalisé les commissions d'enquête et qui repose sur le principe, oui, les 2 enquêtes peuvent progresser de manière parallèle, sous réserve que les sénateurs ne posent pas des questions, enfin je vais me répéter 1000 fois, mais c'est... ça fait du bien. Sur ce qui relève de l'enquête judiciaire et des questions... la fiche de paix, où il habitait, quel était son supérieur hiérarchique, quelle était exactement sa fiche de poste. Entre le 1er mai et le 10 juillet, que s'est-il passé? En revanche, est-ce qu'il a tapé beaucoup, fort, etc. Bon, ça c'est la justice. Mais si son système de défense consiste justement à ne pas répondre, à se murer dans le silence, c'est son choix, c'est son droit également, Dominique Rousseau? Non, s'il refuse de répondre à des questions qui objectivement rentrent dans la compétence de la commission d'enquête parlementaire, il peut être poursuivi et sanctionné. En plus, M. Benalla, quand il était sur TF1 ou dans Le Monde, à l'époque où la com était bien huilée, tout ça se tenait bien de son point de vue, a dit qu'il était d'accord pour expliquer ce qui s'était passé, pour permettre la justice d'éclater. C'est tout ce qu'on lui demande. On répond à la proposition de M. Benalla. Il veut peut-être réserver ses déclarations, et c'était d'ailleurs sa ligne de défense, justement, au magistrat instructeur. Non, on en revient il en a fait à TF1, au Monde et dans plein d'autres droits, il a tout raconté. Des choses d'ailleurs assez surprenantes. Bon. Et il a dit à l'époque qu'il était prêt à parler. Donc on lui propose de venir nous dire... Parce que entre le 1er mai, encore une fois, on ne dira rien, mais entre le 1er mai, au soir où il est dans la salle et tout le monde repère la vidéo, et puis il récupère la vidéo,
il est pas mis, finalement il est en congé payé, mais pas du tout sanctionné. Il peut nous raconter comment ça s'est passé. Sa voiture, son appartement, enfin il y a d'autres choses quand même intéressantes. Ouais. Il est soupçonné d'avoir récupéré cette vidéo. Pour l'instant, on rappelle quand même aussi la présomption d'innocence. Rachid Temal. Après l'audition d'Alexandre Benalla, après l'audition de Vincent Kras, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il faudra aussi que cette commission d'enquête s'arrête, Jean-Raymond Hugonet? Bien entendu, il y a un moment, elle va s'arrêter. Le souhait n'est pas non plus qu'elle continue à l'infini. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, il y a un compte-rendu, il y a une analyse écrite, parce que nos travaux ici au Sénat sont publics et écrits. Il y a un compte-rendu et la commission d'enquête devra établir ce compte-rendu, et ce compte-rendu sera disponible. Encore une fois, pourquoi? Bien tout simplement que les citoyens puissent juger sur pièce. Et ça sera des documents qui engagent la responsabilité du Sénat et dont on connaît la rigueur et le côté exhaustif, avec les éléments que nous aurons. Maintenant, si M. Benalla veut observer un mutisme, vous savez, quand vous posez des questions sur quelque chose qui a priori n'est pas répréhensible ou vous n'avez rien à vous reprocher, vous posez des questions, on vous pose des questions, vous donnez des réponses. Si vous refusez de répondre, ça crée quand même un doute. Ça va laisser des traces, ce bras de fer entre l'exécutif et le Sénat, une fois cette commission d'enquête parlementaire terminée. Dominique Rousseau? Je pense, oui, que ça peut laisser des traces, parce que le paradoxe de l'histoire, c'est que finalement... Ça allait très loin, on a rappelé le coup de fil d'Emmanuel Macron au président du Sénat, Gérard Larcher. Extraordinaire. Il s'est dit agacé. Oui, mais c'est incompréhensible. Ça va laisser des traces parce que ça pose la question de la qualité de nos institutions. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'affaire Benalla a conduit à reporter la révision constitutionnelle, alors que précisément l'affaire Benalla montre qu'on a un problème des institutions. Parce que Emmanuel Macron n'a pas tellement été contesté sur la réforme du Code du travail. Il n'y a pas eu de manif dans les rues, il n'y a pas eu de manif d'étudiants pour Parcoursup, la grève à la SNCF. Bon. Donc, sur la politique, sur le fond de la politique, elle n'est pas trop contestée. En revanche, sur la manière de gouverner, c'est-à-dire la question démocratique, la question institutionnelle, qui est une question clé. Parce que selon la manière dont est gouverné, on a des politiques qui viennent soit du haut, Jupiter, ou soit de la concertation, l'horizontalité. Et je pense que cette question va laisser des traces parce qu'elle va nous obliger à revoir la révision constitutionnelle, la place du Sénat, davantage de pouvoir au Parlement, les commissions d'enquête. Est-ce qu'on va enfin régler ce problème toujours d'interférence entre les deux types d'enquête? Oui, ça va laisser des traces, disons, dans la manière de gouverner et donc dans les politiques qui seront conduites. Est-ce que le travail parlementaire, on rappelle, dans l'hémicycle, ça reprend la semaine prochaine. Rachid Temal, ça peut reprendre dans de bonnes conditions, dans des conditions normales, après ce qui s'est passé Bien sûr. D'ailleurs, je rappelle que pendant que la commission d'enquête travaillait, le Sénat continue à travailler. On a étudié la loi Elan et d'autres lois. Donc le Sénat sait faire effectivement ce travail avec rigueur sur la loi et en même temps ce contrôle de l'exécutif, qui est totalement la Constitution française. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui est assez regrettable, c'est effectivement ces attaques, que ce soit du président de la République avec ce coup de fil, jusqu'à M. Castaner, qui est ministre des Relations avec le Parlement, contre une institution. Donc il faut comme je dis souvent, il faut boire frais et se détendre. Donc je pense qu'on va reprendre les travaux normalement, et on va porter les uns les autres, nos amendements, nos travaux. Juste un point. Vous dites qu'il n'est pas contesté. Je rappelle que juste 20% des Français ont un avis positif. Donc aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Mais on va continuer le travail. Et moi, la réforme constitutionnelle, j'y suis opposé. Cette réforme-là, pour une raison simple. Celle qui était prévue, elle réduisait les droits, encore une fois, du Parlement pour les transférer au législatif. On aura l'occasion d'en reparler, Rachid Temal, puisque c'est un autre débat. Même si effectivement, cette révision constitutionnelle a été la première victime collatérale de l'affaire Benalla. Alors qu'il est urgent de réviser la Constitution, mais dans un autre sens que ce qui était prévu. On aura l'occasion d'en reparler, Dominique Rousseau. Merci à vous, Dominique Rousseau. Merci Rachid Temal. Merci Jean-Raymond Hugonet. C'est le 24 septembre que sera présenté le projet de loi de finances et on sait déjà que l'éducation nationale va faire les frais des arbitrages gouvernementaux. Jean-Michel Blanquer a en effet annoncé la suppression de 1800 postes dans les collèges, lycées et les services administratifs. Il assume, le ministre de l'Éducation nationale, de privilégier l'école primaire. Sandra Cerquera. 1800 postes supprimés dans l'éducation nationale. Ces efforts seront demandés aux collèges et aux lycées. Dès la rentrée prochaine, les professeurs seront moins nombreux, mais le ministre de l'Éducation relativise. Au total, vous voyez un vrai
choix politiques, c'est-à-dire encore une fois plus 800 millions d'euros. C'est considérable, c'est évidemment la plus grosse somme en valeur absolue d'augmentation dans le budget de l'État. Mais c'est pas augmenter pour augmenter, c'est augmenter en faisant des choix politiques. Je rappelle que nous avons 1 million de fonctionnaires, un peu plus d'1 million de fonctionnaires à l'éducation nationale pour 12 millions d'élèves. Jean-Michel Blanquer promet en contrepartie d'améliorer le pouvoir d'achat des professeurs grâce au recours aux heures supplémentaires exonérées de cotisations salariales. Pour ce représentant de parents d'élèves, c'est une fausse bonne idée. Il y a aussi une meilleure organisation à avoir des effectifs. On a encore d'énormes problèmes de remplacement dans le secondaire, que ce soit au collège ou au lycée. On manque de brigades de remplacement et ça, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement doit travailler. Des professeurs moins nombreux qui devront donc travailler plus. Le chef d'établissement pourra imposer 2 heures supplémentaires chaque semaine s'il en a besoin. Une décision déconnectée de la réalité selon les syndicats enseignants. 40 000 élèves supplémentaires sont attendus dans le second degré en 2019. La réalité aujourd'hui dans les collèges et des lycées, ce sont des classes à plus de 30 élèves dans les collèges, ce sont des lycées avec des classes à plus de 35 élèves. Supprimer encore des postes à la prochaine rentrée, ça veut dire des classes encore plus chargées. Ça veut dire des difficultés à pouvoir suivre tous les élèves, à faire réussir tous les élèves. Et ça, c'est vraiment une décision catastrophique pour l'éducation nationale qui va sacrifier l'avenir d'une toute une génération. Seule bonne nouvelle pour les enseignants, ils seront mieux payés à en croire le ministre de l'Éducation avant la fin du quinquennat. Jusqu'à 1 000 € de plus la première année pour un professeur débutant. Alors voyez comment cette annonce a été accueillie par le sénateur Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Il est au micro de Tantra Nuit, salle des conférences. Et oui, effectivement, Pierre Ouzoulias, comment réagissez-vous à cette annonce de Jean-Michel Blanquer, la suppression de 1800 postes dans l'éducation nationale en 2019 ? C'est la continuation du en même temps. Qui est une stratégie de communication qu'on connaît bien. Donc Jean-Michel Blanquer avait pris de bonnes mesures que nous avons soutenues parce qu'il considérait à raison que dans l'enseignement, quand il y a plus d'enseignants devant les élèves, ça se passe mieux et on a de meilleurs résultats pédagogiques. Vous parlez du dédoublement des classes, notamment par exemple. Donc, ce qu'on avait espéré, ce qu'on lui avait demandé, c'est que ce dispositif soit maintenant amplifié et intéresse davantage de classes. Résultat, on a l'inverse. Toutefois, le budget 2019 sera augmenté de 850 millions d'euros, fait valoir Jean-Michel Blanquer. Donc, c'est peut-être paradoxal, mais on voit que tout n'est pas perdu à l'éducation nationale quand on voit le budget qui augmente. Moi, je rencontre des ministres qui me disent tous que leur budget est sanctuarisé, qu'ils n'auront pas de réduction. Or, le gouvernement a annoncé un coup de rabot général de 3%. Donc, à un moment donné, il faut assumer sa politique. Aujourd'hui, le gouvernement Macron a engagé une politique drastique de réduction. Il faut que les ministres assument. Voilà. Ils vont être obligés de faire des économies, tous, y compris M. Blanquer, il le sait. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle alors que se lancent notamment les nouveaux programmes du lycée? On nous dit que essentiellement c'est le second degré et les services administratifs qui vont être concernés par ces suppressions de postes. On ne peut pas faire des réformes ambitieuses avec une réduction de moyens. C'est absolument pas possible. Par ailleurs, on est dans un contexte démographique qui est compliqué. Il y a de plus en plus de gamins. Et j'aimerais vous dire aussi que Parcoursup a réussi. Le gouvernement a réussi. C'est-à-dire qu'il y a environ 200 000 lycéens bacheliers qui n'auront pas à l'université. Qu'est-ce qu'on va en faire ? On a besoin de moyens supplémentaires pour les encadrer et faire qu'ils n'aillent pas à Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, 200 000. Et bien justement, vous parlez de Pôle emploi. Je voudrais vous faire réagir à cette phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup parler. Il a dit, pour résumer ses propos, qu'on trouve du travail en traversant la rue à un jeune chômeur rencontré ce week-end. Des propos qui ont été condamnés par la gauche dans son ensemble. Vous ne faites pas d'exception ? Non, c'est terrible encore, je pense à l'éducation. On dit qu'il faut que les jeunes se prennent en charge et un parcours de formation individuelle et un projet. Et à la fin, on leur dit finalement, vos études d'horticulture ne valent pas grand-chose et vous pouvez travailler dans un bar-bistrot. C'est catastrophique pour l'image qu'on donne à notre jeunesse, en leur disant que finalement, quoi qu'ils fassent, à la fin, ils auront le boulot qu'on leur donnera, point. Je trouve que c'est une trop mauvaise chose pour la jeunesse. Pour vous, ça contredit les annonces du plan pauvreté qu'il y a eu quelques jours auparavant? Oui, et puis tout ce qui a été fait sur l'apprentissage.
À quoi ça sert l'apprentissage si à la fin de vos études, on vous dit que de toute façon, vous pouvez aller dans un bistrot ou ailleurs, ça n'a aucune importance. Et vous prendrez le boulot qu'on vous donnera. Ça casse tout le boulot qui a été fait sur l'éducation, l'apprentissage, etc. Eh bien, merci beaucoup Pierre Ouzoulias d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Et puis, il y a à mes côtés, non loin au niveau de la salle des conférences, eh bien, François Patria, le président du groupe de La République En Marche. Bonjour Monsieur Patria, merci beaucoup de répondre à mes questions. Pour revenir sur l'un des temps forts qui va avoir lieu cette semaine, c'est l'audition d'Alexandre Benalla mercredi. Vous n'y serez pas, vous nous l'aviez déjà annoncé la semaine dernière. Expliquez-nous exactement vos raisons. Non, mais d'abord, je vais vous rassurer, je suis au Sénat. Et je serai au Sénat mercredi. Et je ne suis pas membre de la commission des lois ni de la commission d'enquête. Mais nous avions été autorisés à y participer. En second lieu, nous sommes là, bien entendu, pour garder les prérogatives et le rôle du Sénat. Nous n'avons aucunement l'intention de remettre en cause à la fois les prérogatives du Sénat. En troisième lieu, nous ne sommes mandatés par personne et nous ne sommes pas les défenseurs de M. Benalla. Donc, tout ce que j'entends à côté sur ce sujet, je tiens à mettre un point pour dire... Vous voulez clarifier exactement votre position? Nous n'irons pas à la commission d'enquête mercredi matin. Nous l'avons décidé d'un commun accord aux journées parlementaires avec Alain Richard qui a été présent tout le temps. Est-ce le cas également d'Arnaud de Belenet ou de Thani Mohamed Soilihi? Est-ce que tous vous boycottez? Ils ne sont pas là aujourd'hui. Thani était aux journées parlementaires, on n'en a pas évoqué avec lui, mais nous avons dit que nous n'irions pas. Voilà. C'est Alain Richard le premier point. Alain Richard et nous. Très bien. Mais les autres, je ne pense pas qu'ils soient là non plus, ils ne sont là ni l'un ni l'autre. Bon. Donc ils ne seront pas là. Mais pour des raisons... Autres, il ne s'agit pas forcément d'un boycott. Ils ne se sont pas exprimés, je tiens à le rappeler ici. Non, nous pensons aujourd'hui que dans ce que nous avons appelé la saison 2 de l'affaire Benalla, l'épisode 2 va être surmédiatisé. Surmédiatisé par la volonté de la Commission qui entend aujourd'hui, autour de l'affaire Benalla, poursuivre ses investigations, ce dont elle a le droit et ce qu'elle fera, mais elle le fait dans une forme de tintamarre médiatique qui n'est pas, sans rappeler, une forme, non pas d'atteinte, mais ce que nous savons, c'est que la Commission, en fin de compte, nous avons le sentiment qu'elle se soucie peu d'Alexandre Benalla, qu'elle se soucie plutôt de porter atteinte à la fois au gouvernement et au chef de l'État. Voilà, c'est la raison pour laquelle, sur cette affaire Benalla, les 3 plus proches collaborateurs du chef de l'État ont été entendus, ils ont donné la réponse, ils ont dit la vérité. Maintenant, j'ai le sentiment que nous savons pratiquement tout, que tout a été dit, que les réponses ont été apportées, mais on continue à faire croire qu'ils auraient des zones floues, et c'est la raison pour laquelle, devant cet excès de zèle, qui n'est pas pour nous protecteurs de qui que ce soit, nous préférons nous tenir à l'écart. Qu'est-ce que pour vous, la commission d'enquête cherche à faire en auditionnant Alexandre Benalla? Vous jugez que c'est utile, que c'est inutile, manifestement? Est-ce que pour vous, c'est un coup aussi médiatique? Non. Je pense qu'aujourd'hui, la commission va auditionner quelqu'un qui est sous le coup d'une mise en examen judiciaire, que la justice doit poursuivre en toute sérénité. Et nous souhaitons que la justice fasse la vérité sur les événements du 1er mai. Ce que le Sénat cherche aujourd'hui, c'est cherche à savoir s'il y a eu des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement, autour de 3 questions. Port d'armes, mission de police, voiture et gyrophare. Ces 3 questions tournent en boucle et les réponses ont été apportées. Nous pensons aujourd'hui que, voilà, on essaye d'en faire un peu trop à notre gré et que nous préférons ne pas être présents. Une toute dernière question, est-ce que vous allez boycotter le reste des travaux de la commission d'enquête ou c'est seulement pour cette audition? Écoutez, on va voir comment. On va d'abord voir comment se déroule ce mercredi. Moi, je pense qu'après l'édition du mercredi, la tension va beaucoup retomber parce que le Sénat aurait eu son jour de gloire. Ce que nous pensons aussi, c'est que peut-être le Sénat, en ce mois de septembre, a d'autres priorités. Il y a les priorités budgétaires, il y a demain le plan santé qui va être donné par le chef de l'État, il y a le plan pauvreté, il y a la loi Egalim qui vient ici, il y a la réforme de la justice. Il semble que le Sénat a d'autres sujets de préoccupation urgents que de faire la lumière. Bien entendu, c'est son droit de la rechercher, mais je pense qu'elle a déjà été faite. Bien, merci beaucoup François Patria d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam, pour cette réaction de François Patria. Nous vous en parlions la semaine dernière, le plan pauvreté d'Emmanuel Macron. Il propose d'étendre l'expérimentation du dispositif Territoire zéro chômeur. Le département de la Nièvre fait déjà partie de ces territoires pilotes. Et vous allez voir, ce modèle économique commence à faire ses preuves. C'est un reportage de Jérôme Rabier. La recyclerie de Prémery dans la Nièvre
c'est le domaine de Samantha Puentes. Au chômage, cette mère de 3 enfants entend parler il y a 2 ans d'un projet sur le territoire. Une entreprise pas comme les autres qui recrute en CDI des chômeurs de longue durée. Après plusieurs activités, avec ma vie de famille, j'ai décidé de ne plus travailler dans la cuisine. Donc je suis restée au chômage un petit peu, me consacrer du temps à mes enfants. Et après, j'ai voulu retravailler et puis c'est là que j'ai rencontré le BE 58, que je me suis inscrite et puis après j'ai attendu le coup de fil au bout de 7 mois. Le BE, une entreprise à but d'emploi, il en existe 10 en France créés grâce au vote en 2016 d'une loi permettant l'expérimentation des territoires zéro chômeur de longue durée. Une initiative qui pourrait se développer et pour suivre le projet, le sénateur socialiste de la Nièvre Patrice Joly a convié ses 2 collègues Sophie Taillé-Poyan et Nadine Grelet-Certenay à venir visiter cette entreprise particulière. Satisfaite de ce qui se... Je suis contente, ouais. L'évolution aussi L'évolution, ça évolue assez vite, assez bien aussi. En tant que responsable maintenant en plus. Oui, ça fait... 10 personnes, c'était pas le cas avant. C'était pas le cas du tout avant. Pour financer l'embauche des salariés, l'entreprise reçoit de l'État et du département des financements équivalents à ce que coûte un chômeur de longue durée, soit environ 22 000 € par an. Un montant qui permet une rémunération au SMIC. On a un dispositif qui ne coûte pas plus cher que ce qui existait aujourd'hui en matière d'accompagnement social, d'allocation sociale pour les personnes. C'est-à-dire que non seulement c'est bon pour le territoire, non seulement c'est bon pour les individus, mais c'est bon également pour les finances publiques. Mais le BE ne peut pas développer n'importe quel emploi. Elle doit proposer des activités qui ne sont pas présentes sur le territoire pour ne pas concurrencer des entreprises privées. Ici, on a donc monté une recyclerie, mais aussi développé une activité de bûcheronnage qui a permis l'embauche de 15 personnes, ou relancer un atelier de réparation de matériel agricole qui avait disparu sur le territoire. En clair, créer des emplois qui n'existaient pas. Ce que j'observe, c'est que là, on le voit, le problème, c'est pas que les chômeurs sont ci ou ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois rentables. Donc il faut faire en sorte que des emplois puissent être créés. Ils sont peut-être pas rentables, mais qu'est-ce qu'ils apportent quand même à la société? Ils sont socialement très rentables. Sur ce territoire de 4000 habitants, plus de 150 chômeurs de longue durée ont été identifiés et ce sont déjà 82 CDI qui ont été créés par le BE 58, qui est devenu la première entreprise du territoire. Un exemple à décliner pour les sénateurs. Cette expérience nous démontre complètement que n'importe quel territoire peut y arriver si effectivement à un moment donné on va chercher les acteurs qui sont motivés par ce type de construction. Une activité qui a aussi permis à la commune de Prémery de conserver ses commerces et un certain dynamisme. Car les salariés de l'EBE, même s'ils sont payés au SMIC, contribuent à l'activité économique du territoire où ils vivent. Pour Jacques Legrain, conseiller départemental à l'origine du projet, les retombées ne sont que positives. Pour nous, c'est un investissement pour l'avenir, parce que toutes les charges qu'on va éviter plus tard, c'est-à-dire les prochaines générations, et tout ce qu'on peut éviter aussi donc, sur le territoire. On a par exemple ici sur le territoire, on avait les Restos du Cœur qui ont fermé leur antenne, parce qu'ils n'ont plus de demande. Offrir un emploi en CDI tout en sortant les salariés de la précarité, une initiative qui pourrait inspirer le gouvernement pour son plan pauvreté, dans une forme de gagnant-gagnant pour tous les acteurs. Je vous le disais en titre, les ordonnances réformant le Code du travail ont fêté leur 1 an. Premier chantier d'envergure du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles avaient pour objectif d'assouplir les règles pour les entreprises en passant entre autres par le plafonnement des indemnités au prud'homme. Alors voyez concrètement les conséquences de cette réforme dans cette PME parisienne avec Samia Dechir. Avec une croissance annuelle de 40% du chiffre d'affaires, Boxtal recrute. Dans cette entreprise qui gère les envois de colis des commerçants en ligne et PME, 3 postes sont actuellement à pourvoir. Il y a Pablo qui part le 25 et Léa revient bien à partir du 1er octobre. Du coup, la passation va se faire avec Carole. Sa dirigeante n'a jamais eu affaire au prud'homme, mais depuis que la loi travail a plafonné les indemnités prud'homales, elle se sent plus sereine pour embaucher. Si jamais ça ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, du fait du collaborateur ou de notre fait, finalement, on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est d'être condamné au prud'homme à, mettons, 24 mois d'indemnité.
Autre changement apporté par la loi travail, la fusion des instances représentatives du personnel. Avant la réforme, une entreprise de 11 salariés devait avoir un délégué du personnel. Au-delà de 50 salariés, la création d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT devenait obligatoire, soit 3 instances en tout. Un seuil que Virginie Ducrot évitait donc de franchir. Désormais, il n'y a plus qu'une instance unique à partir de 11 salariés. On a une instance qui est le comité social et économique, qui du coup est beaucoup plus facile et on a moins peur de dépasser ce seuil de 50 et on est du coup beaucoup plus libre d'embaucher sans avoir les yeux rivés sur son effectif. Boxtal compte aujourd'hui 48 salariés et devrait bientôt dépasser le fameux seuil des 50. Alors quel bilan pour la réforme du Code du travail? On ouvre le débat dans Sénat 360. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Lavarde. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Face à vous, Sophie Taillé-Polian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Rachel Sada, bonjour. Vous êtes avocate spécialiste du droit du travail et de la protection sociale. Et pour nous éclairer, Isabelle Moreau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction au pôle social d'AEF. C'est l'agence éducation, emploi, formation AEF Info. Merci à toutes les quatre. Je voudrais vous faire réagir à ce reportage puisque c'est un cas bien particulier d'une PME parisienne. Ça ne reflète pas la réalité de ce qui s'est passé depuis un an, selon vous, Sophie Taillé-Polian? Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans chacune des entreprises de ce pays, mais ce que je sais, c'est que cette chef d'entreprise dit qu'elle va pouvoir être plus tranquille, plus sereine pour embaucher. Mais quand on parle des indemnités prud'homales, je rappelle quand même qu'on parlait d'indemnités liées à des licenciements abusifs, c'est-à-dire à une infraction commise par les entreprises qui licenciaient sans cause réelle et sérieuse. Donc, moi, je veux juste dire qu'il ne faudrait pas que cette chef d'entreprise pense que maintenant, elle peut licencier les gens sans cause réelle et sérieuse. Il y avait déjà quand même des possibilités de licencier quand on avait des causes. Je le redis, c'est parce que ce sont les termes juridiques, réelles et sérieuses. Après, moi, ce que je constate, et ce qui a été constaté aussi notamment par la CFDT, qui a aussi fait un travail auprès des entreprises et des syndiqués pour voir comment se passaient les négociations, le dialogue social à l'intérieur des entreprises. Il y a un comité de suivi. On a été quand même au point mort sur tout ce qui est santé au travail, parce que les CHSCT ont cessé et les CSE ne sont pas encore mis en place. Je rappelle juste que quand même on parle du corps, de la santé des employés et des salariés, donc on n'en a pas deux. On va y venir si vous voulez bien, et donc voilà, donc comme on a été très loin très vite, sans mettre en place quand même une période de transition, je pense quand même que ça a été à la défaveur notamment des questions de santé au travail. Maître Sada, est-ce que vous avez eu ce sentiment que patrons et salariés finalement, avec cette réforme du Code du travail, se passe de plus en plus de la justice? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce reportage, on voit que la chef d'entreprise dit « Je n'ai jamais eu de prud'homme, mais j'ai quand même beaucoup moins peur ». Donc déjà, ça dégonfle le mythe qui est que les salariés se précipitent toutes les 5 minutes au prud'homme, mais ça fait partie d'un des constats erronés qui ont dicté cette réforme, premièrement. Deuxièmement, elle dit « J'ai peur des prud'hommes et d'être condamnée à 24 mois de salaire ». Alors d'abord, ce chiffre ne correspond à rien. Les études qui ont prétendument servi à la réforme n'ont jamais eu lieu. Et il y a un raisonnement de bon sens qui militait contre la fixation d'un barème, c'est que les prud'hommes, c'est une juridiction paritaire. Il y a 2 patrons, 2 salariés. Pour qu'il y ait une condamnation, il faut que au moins un patron accepte de condamner. Donc par nature, les condamnations de la juridiction prud'homale sont balancées, équilibrées, correspondent à un compromis. Donc, s'il y a 24 mois, c'est que le préjudice correspond à 24 mois. Et au surplus, quand ça part devant la cour d'appel, eh bien, on sait que le taux de confirmation des cours d'appel, dans l'ensemble, et un peu de manière approximative, mais c'est très proche de la réalité, est de 70%. Donc, partir du principe qu'il fallait mettre un barème parce que les juridictions prud'homales faisaient n'importe quoi, c'est un mensonge absolument éhonté qui ne correspond à aucune
réalité. Alors pour répondre plus précisément à la question est-ce que ça fait diminuer le contentieux des prud'hommes, en réalité, ce qui amène la réforme du Conseil des prud'hommes et le barème, c'est que les gens renoncent à défendre leurs droits. Et ça, c'est dramatique. Ça a un effet malgré tout. Isabelle Moreau, c'est vrai que le nombre de recours au prud'homme a fortement diminué. Alors on ne sait pas si c'est effectivement directement lié à cette réforme par ordonnance du Code du travail. Oui, en tout cas, les chiffres sont là. On observe que ça baisse. C'est vrai que ça a diminué, mais de manière un petit peu quand même au fil de l'eau. Il y avait déjà eu des choses qui avaient été mises en place par la loi El Khomri. Ensuite, ça a été confirmé par la loi Macron. Donc oui, ça baisse. C'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller au prud'homme. Il y a les délais qui ont été raccourcis. C'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi pas mal de conseils de prud'homme, mais ça date de Rachida Dati qui ont fermé. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'y aller. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que disait cette chef d'entreprise. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça a été mis en place, les ordonnances ont été mises en place pour aider et vaincre la peur des chefs d'entreprise dans l'embauche. Bon, je rappelle quand même qu'il y avait le principe de la période d'essai qui permet quand même d'évaluer un salarié. Bon, imaginons qu'on se soit trompé pendant la période d'essai. C'est vrai que les choses étaient quand même assez encadrées. Et le corollaire, c'était aussi l'embauche. Aujourd'hui, on voit que les créations d'emplois sont bien sûr positives. Elles augmentent moins que ce qu'escomptait le gouvernement. Quand même nuancer, hein. Voilà, donc on se dit qu'avec toutes ces nouvelles règles, il n'y a pas non plus des embauches massives. Par contre, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est qu'on dit qu'on est 1 an après les ordonnances. On n'est pas vraiment 1 an, puisque, par exemple, pour le CSE, voilà, exactement, on est plutôt à 9 mois. Donc aujourd'hui, il y a un bilan qui a été fait, on pourra peut-être y revenir, mais c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu tôt aujourd'hui pour mesurer véritablement l'impact des différentes mesures. Ouais, c'est vrai qu'il faut attendre, peut-être encore un peu plus longtemps. C'était une réforme qui s'inscrit dans la durée. Néanmoins, on le voit, ça a été confirmé par les chiffres du ministère du Travail. Cette baisse du recours au prud'homme, c'est un effet direct de la réforme selon vous ? Comme le disait très justement l'intervenante précédente, on n'a fait que continuer des choses qui avaient déjà été commencées. Il y avait dans le premier projet de loi El Khomri des choses qui allaient beaucoup plus loin. Finalement, le gouvernement avait reculé pour mettre en place un barème indicatif. Les ordonnances sont juste venues mettre un barème maximum. Bon, en faisant ça, on n'a pas changé fondamentalement la philosophie. Et je pense qu'on n'a pas été assez loin dans la libéralisation du travail, dans le fait d'avoir un recours plus souple à certains types de contrats. Donc ces ordonnances, elles ont fait peut-être un petit bout du chemin, mais elles n'ont pas été assez loin pour avoir une plus grande confiance et une meilleure relation de confiance entre salariés et employeurs. Oui. Et effectivement, là, c'est court, ça fait 9 mois. L'étude qui a été citée, dont les résultats ont été publiés fin juin, montre bien que les ordonnances travail, globalement, elles sont connues en masse, mais elles ne sont pas connues dans le détail. Donc quand on en arrive là, l'application concrète au quotidien, et puis on le voit bien, sur tout ce qui est par exemple les accords de branche, il n'y avait encore qu'une seule branche, la métallurgie, qui avait signé un accord de ce type. Donc on n'est vraiment que dans les prémices. Projet, tout à fait. Voilà. Donc il faudrait se revoir dans peut-être encore 1 an. On aura l'occasion d'en reparler. Sophie Taillé-Polian, d'autant que les effets sur l'emploi ne sont pas forcément visibles. Là aussi, il faut encore attendre ou peut-être que ça n'aura jamais d'effet sur les créations d'emplois. Ça aura peut-être un effet sur les créations d'emplois, mais de quel type d'emploi parlons-nous ? Parce que ces réformes-là, elles ont été tentées dans beaucoup de pays européens et ce qu'on observe, c'est une augmentation de la précarité, une augmentation des emplois de mauvaise qualité. Alors si c'est effectivement ce qu'on souhaite, si on pense que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut déplacer le risque qui pesait sur les entreprises, sur les individus, et puis en plus après leur dire que s'ils ne trouvent pas de travail, c'est de leur faute et qu'ils n'ont qu'à traverser la rue et que par ailleurs on va leur diminuer progressivement les allocations chômage, écoutez, nous, à gauche, nous ne pouvons pas rentrer dans cette logique-là. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Quand on écoute le gouvernement, il prône la société du risque, mais le risque, c'est pour les plus faibles. Rachel Sada, est-ce que ça a malgré tout changé, permis l'émergence d'une nouvelle ère dans les rapports entre les patrons et les salariés, notamment dans les TPE-PME ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité, toute la réforme fait l'économie de la réflexion sur ce que c'est le déséquilibre entre l'employeur et le salarié. Et part d'une fiction qui existait au XIXe siècle et qui existait même au XVIIIe siècle, au moment de notre Révolution,
c'est que les individus sont totalement égaux et qu'ils négocient en toute autonomie. Alors, dans les TPE ou dans les PME, imaginez que des ordonnances modifient la perception que l'on a de soi-même, c'est-à-dire la perception d'être un employeur, chef d'entreprise. Je rappelle qu'il a le pouvoir de direction, d'organisation, le pouvoir disciplinaire. C'est un mythe, c'est un leurre que de penser que l'on va installer un dialogue d'égal à égal et que l'on va discuter sur la rupture, etc. Ça n'a pas permis de rééquilibrage, cette Absolument réforme pas, ça a même augmenté le déséquilibre, puisque je rappelle quand même que il y a eu aussi une réforme de la procédure prud'homale qui, à partir d'août 2016, qui rend la saisine du Conseil des prud'hommes beaucoup plus difficile, en dehors des questions de barème et de limitation des condamnations. Et dans le cadre de cette procédure, alors que le salarié est lui-même victime d'un licenciement, c'est à lui de commencer par faire la démonstration en produisant des pièces, tandis que l'employeur lui-même n'a pas l'obligation, au moins dans un premier temps, de justifier sa décision. Donc tout ça est un discours qui correspond à ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on est dans une société où il faut savoir prendre des risques, être responsable et savoir... Traverser la rue pour trouver un emploi. J'ai fait de la provocation volontairement parce que cette phrase a fait réagir. Oui, après Mri, il n'y a pas d'emploi. Voilà. On l'a vu, c'est dans la Nièvre. Dans le reportage qui a été diffusé, à Territoire zéro chômeur. Donc on peut traverser toute la campagne. Les emplois, il n'y en a pas. Isabelle Mouroy, avec le recul, elles étaient vraiment adaptées, ces ordonnances, aux demandes des entreprises ? En tout cas, c'était un souhait des entreprises de vouloir justement réformer le Code du travail. Est-ce que c'était adapté aujourd'hui? Ils sautent pas de joie. Par contre, il y en a pas mal qui ont quand même souligné, notamment avec la mise en place du CSE, que donc les 3 instances étaient fusionnées en une, que ça allait faciliter. Une refonte de la représentation des salariés. En termes de représentation des salariés, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 9000 CSE qui ont été signés. 9000 CSE, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils ont été négociés avec les organisations syndicales, si c'est une volonté unilatérale de l'employeur. Donc on a des chiffres aujourd'hui qu'on a du mal encore à analyser parce que ce sont les premiers chiffres et que tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement communique un petit peu plus tard. Certains syndicats souhaitaient que certaines choses, certains thèmes soient négociés au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on rencontre les entreprises, elles connaissent la réforme, c'est ce que vous disiez, mais pas forcément le fond. Donc aujourd'hui, elles ne savent pas très bien ce sur quoi elles vont négocier. Bien sûr, c'est plus facile dans une grosse et dans une petite. Au niveau des branches, aujourd'hui, on a parlé de la métallurgie qui est toujours mise en avant parce qu'elle a toujours été allante sur les questions sociales. Les branches aujourd'hui sont priées de se regrouper, elles ne sont pas toutes en très grande forme, mais normalement, c'est quand même ce sont elles qui doivent sécuriser pour les PME. Donc aujourd'hui, c'est pas encore du tout engagé. On va voir ce qui va se passer. Il y a peut-être des choses bien qui vont émerger. Pour l'instant, c'est balbutiant. Des choses sont mises en place. On cite toujours un peu les mêmes entreprises, que ce soit Renault et autres. Après, certaines ont mis en place aussi des parcours pour les anciens délégués syndicaux pour qu'ils ne se retrouvent pas sans rien. Pareil, ça démarre. Espérons que ça fera tache d'huile, notamment dans les grandes entreprises. Ouais. D'autant que le taux de chômage fait le yo-yo, Christine Lavarde. On a vu des évolutions positives et puis de nouveau, on atteint des records avec une croissance qui se fait attendre. Effectivement, alors le problème du chômage est bien un peu cette... différence entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on a une offre d'emploi qui ne correspond pas à la demande. Puisqu'effectivement, si on regarde aujourd'hui, il y a, alors suivant les études, entre 150 000, 250 000 offres d'emploi non satisfaites. Mais effectivement, dans des secteurs précis, que sont des secteurs, alors hôtellerie, restauration, le bâtiment, et puis aussi après des secteurs hautement qualifiés, l'informatique, par exemple. Et on n'a pas en face aujourd'hui des personnes à la recherche d'un emploi qui offrent ces compétences. Donc il faut vraiment... pose des questions de formation professionnelle. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été prises. Après, on voit bien que si les résultats il doit y avoir, ce seront forcément des résultats de moyen terme. Donc on ne répond pas à la question de aujourd'hui, comment fait-on pour diminuer ce chômage structurel, résiduel, les demandeurs de catégorie A, parce que c'est bien là que se pose la question. Sophie Taillé-Polian. Oui, je dirais que le problème global, c'est quand même le chômage de masse. Même si on trouvait... estimation haute, 300 000 personnes qui correspondent à ces fameux emplois qui ne trouvent pas preneurs, il resterait quand même
6 200 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Si on compte les catégories B et C. Oui, voilà, parce qu'il y a effectivement des gens qui travaillent, mais temporairement, à temps partiel subi, etc. Donc, bon, on peut toujours dire qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. C'est vrai, et bien sûr qu'il faut augmenter, améliorer l'accès à la formation, etc. C'est vrai aussi. Mais il faut arrêter de raconter cette fable selon laquelle c'est grâce à ça qu'on va réduire. Elles ont servi à libéraliser le marché du travail et à reporter le risque qui était inhérent aux chefs d'entreprise sur les salariés. Mais les salariés ne sont pas davantage protégés, contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur les contentieux, Rachel Saner? Le droit, c'est une arme. Donc, ces ordonnances, elles ont servi à désarmer les salariés. Ça, si on pouvait le résumer. Et moi, je n'ai aucune espèce d'illusion sur le fait que ça créera des emplois, parce que les constats étaient erronés, donc ça ne créera pas d'emploi. C'est fait pour désarmer, c'est pas fait pour créer de l'emploi. Donc c'est fait pour sécuriser les entreprises. Et aujourd'hui, pour vous donner un seul exemple, parce que c'est un mouvement de fond, on désarme depuis une dizaine d'années. Le temps pendant lequel on a le droit d'agir contre une décision de son employeur. En 2008, c'était 30 ans. Peut-être que c'était trop, c'était issu du Code Napoléon, peut-être que c'était trop. Ça passe à 5 ans. Aujourd'hui, pour contester un licenciement, on n'a plus qu'1 an. C'est-à-dire en 9 ans de temps, on a perdu 29 ans d'action. Et pareil pour les salaires, on avait 5 ans, on n'a plus que 3 ans. C'est-à-dire que non seulement c'est difficile, c'est bourré d'obstacles, c'est plein de choses trappes, mais en plus, on a une durée très très limitée pour agir. Tout ceci sans, et c'est important parce qu'on parle de l'accès au droit, ça veut dire l'accès à une défense de qualité, et ça veut dire aide juridictionnelle. Pas un centime n'est ajouté, et les seuils d'aide juridictionnelle sont tellement bas qu'il faut être au seuil de pauvreté pour en bénéficier. Donc tout ceci participe, si vous voulez, d'une augmentation de la difficulté d'accéder à ses droits, d'accéder à son juge et de voir son préjudice réparé. Et ça, c'est une société qui devient barbare. À vous entendre, il n'y a pas eu de gain d'apport pour les salariés à travers ces ordonnances, Isabelle Moreau? À ce stade, je vous avoue, j'en vois pas beaucoup. Après, c'est le pari du gouvernement de faire en sorte que le dialogue social se développe dans les entreprises, que les entreprises se saisissent de sujets auxquels elles ne s'intéressaient pas auparavant. La question qui quand même se pose, c'est celle de la santé et sécurité au travail, avec notamment la disparition du CHSCT. C'est quand même une problématique qui est importante aujourd'hui en France, on en parle beaucoup. Certaines entreprises peuvent mettre en place des commissions. À ce stade, il n'y en a pas énormément et c'est vrai que c'est un sujet qui sera traité par le CSE. Donc cette grosse instance unique, aujourd'hui, c'est des craintes qu'on entend notamment du côté des organisations syndicales et des médecins du travail. Il faut voir comment ça va se passer sur le terrain parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le disiez, il y a des gens qui n'ont pas de travail et il y en a qui en ont un et qui parfois ont un travail qui peut être dangereux, difficile et autre. On n'a jamais autant parler de tout ce qui est maladie professionnelle. Il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que les entreprises vont se saisir aussi de ce sujet? Il faut faire c'est le pari qu'a fait le gouvernement en réformant tout ça. J'espère qu'effectivement, derrière, ça suivra. Et dans ce contexte, la loi Pacte va arriver. Ça va être un bon complément, selon vous, Christine Lavarde, à cette réforme par ordonnance du Code du travail? Justement, j'allais y venir. Là, effectivement, on va avoir un beau complément du travail de réforme par ordonnance, puisqu'on nous annonce encore aujourd'hui même à tout un tas de nouveaux pans de la loi qui vont finalement se traduire par des ordonnances plutôt que par un travail législatif. Donc c'est pareil, la loi Pacte, on en entend beaucoup parler. Il faut quand même savoir qu'une grosse partie de la loi va se trouver dans une traduction concrète dans la loi de finances. Donc aujourd'hui, on n'en connaît pas la teneur globale. Donc c'est difficile de se prononcer. Mais on le sait, il y aurait beaucoup de choses à faire parce que les ordonnances travail n'ont pas du tout été assez loin. C'est exactement la dialectique du en même temps. On a fait un petit peu pour satisfaire à la fois les uns et les autres. Mais typiquement, quand on parle de la durée du travail sur les 35 heures, on a ouvert la possibilité aux entreprises de venir négocier. Mais avec des garde-fous qui sont tels que de toute façon, dès que l'entreprise fait plus de 50 salariés, il faut avoir un accord de la branche pour pouvoir ouvrir. En même temps, elle ne souhaite pas vraiment renégocier sur les 35
5 heures. Et si jamais elles avaient voulu le faire, voilà, on est quand même, il n'y a pas une véritable, on n'a pas sur les seuils des entreprises. Aujourd'hui, ces histoires de seuil sont des vrais blocages. On entendait bien tout à l'heure la chef d'entreprise dire que, ben voilà, elle était à 48 parce qu'à 50, il y a tout un tas de nouvelles obligations qui vont se faire face à elle et que, ben non, il vaut mieux rester à 49 plutôt que de passer à 52. Et voilà, c'est assez loin ou trop loin, Sophie Taillé-Polian, ces ordonnances, vous les jugez comment ? Oui, je pense que c'est pas du tout le modèle qui à mon avis, permettra une société plus équilibrée, plus juste, où chacun trouve sa place. Je pense que c'est une des ordonnances, c'est un travail qui va à l'encontre des droits des salariés et qui, alors effectivement, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été gardés, mais vous parliez de la branche, mais sinon ça va être la concurrence acharnée, y compris entre les entreprises. Donc oui, il faut des garde-fous, oui, il faut un encadrement pour que les choses se passent non pas dans un état de barbarie et de concurrence effrénée et permanente, parce que sinon c'est toujours les salariés qui finissent par en payer les pots cassés, mais dans un climat apaisé où on sait qu'il y a un certain nombre de règles et où chacun peut trouver sa place. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces ordonnances, elles mettent en place en France le dumping social qui, je pense, n'est pas l'orientation vers laquelle il faut aller, parce que cela met en place une fragilité pour les salariés, une plus grande précarisation et donc davantage de pauvreté. On parlait du plan pauvreté. Là, on est en train d'organiser la montée en charge des travailleurs pauvres avec ce type d'ordonnance, avec ces contrats courts, ces contrats de chantier qui, j'espère, ne rencontreront pas beaucoup de succès, mais on peut craindre qu'ils le rencontrent et que donc ça précarise encore davantage. C'est un échec finalement, ces ordonnances, Isabelle Moreau. Je crois que c'est un peu tôt pour parler d'échec, parce que comme je disais, on n'est pas 1 an après, mais 9 mois après. Après échec, ça dépend de quel côté on se place. Je pense que les deux sénatrices n'auront pas du tout la même vision des choses. Pour l'une, ça va pas assez loin, pour l'autre, ça va. En termes de création d'emplois, puisqu'on a du mal pour l'instant à en voir les impacts. C'est très compliqué de se projeter dans l'avenir. On n'en sait rien. Puis en plus, alors c'est vrai que c'est une réforme de long terme. Le gouvernement l'avait dit, c'est vrai que les entreprises le disent, les syndicalistes le disent, c'est du long terme. Est-ce que dans l'entreprise, les acteurs vont se saisir un petit peu de ce débat? Comment ça va se traduire? Est-ce que ça va être aussi catastrophique qu'on l'annonce? Est-ce que c'est aussi bien que vous le dites? C'est assez difficile à voir. Alors c'est très difficile aujourd'hui de le mesurer. Et après, quelle part prendront ces ordonnances si tant est qu'il y ait des créations d'emplois massives? C'est vrai qu'il y a la loi PAC, il y a beaucoup de réformes qui sont menées tambour battant. Là, il y avait la réforme Avenir professionnel sur la formation. Il y en a d'autres qui sont en cours. C'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, dire ça a marché ou ça ne marche pas. D'ailleurs, le gouvernement est assez prudent sur ce sujet. Elle n'a pas dit que ça fonctionnait. Une réforme en cours, rapidement, Sophie Taillé-Polian? Oui, juste pour dire que si on veut relancer l'économie, ce n'est pas en appliquant ces politiques de dumping social, c'est en poussant les entreprises à investir, à monter en gamme, qu'on relancera l'économie française et qu'elle trouvera une place renouvelée dans l'économie mondiale. Eh bien, merci à vous, Sophie Taillé-Polian. Merci, Rachel Sada. Merci, Isabelle Moreau. Merci, Christine Lavarde, d'être venue sur ce plateau. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris. Elle a fait le choix de siéger aux côtés des communistes depuis les dernières élections sénatoriales. Une sénatrice engagée, notamment auprès des étrangers en situation irrégulière. C'est ainsi qu'elle a ouvert les portes du centre de rétention administrative de Vincennes à notre journaliste Cécile Sixou, reportage. On vient visiter. Très bien. C'est prévu ou... On ne prévient pas quand on vient ici, monsieur. S'inviter dans les lieux de privation de liberté, c'est une habitude pour Esther Benbassa. Non, je viens discuter avec vos responsables afin de voir ce qui se passe dans le centre de rétention. Ce matin-là, elle utilise son droit de parlementaire et visite le centre de rétention de Vincennes. Bonjour monsieur. Et vous? Ça va pas. Ça va pas, j'imagine. Derrière ce grillage, des étrangers sont retenus en attente d'être renvoyés soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays d'Europe où ils ont débarqué. Depuis le vote de la loi immigration, ils peuvent être retenus ici jusqu'à 90 jours contre 45 avant. Tout au long de sa visite, la sénatrice sollicitée est à l'écoute. À la station de bus, la police m'a arrêté. Pourquoi je suis ici ?
Ce jeune Algérien, très en colère, s'est mutilé le torse et dit avoir été maltraité par la police. Ils m'ont fait les menottes, 5 policiers. Ils me tirent comme ça, les autres me font ses pieds, ici, dans ma tête. Ils m'écrasent, les autres commencent à faire comme ça. Ils m'ont donné des balles, ils m'ont changé de crabe. Des cas psychiatriques, des tensions, des souffrances. Face à la direction du centre, la sénatrice écologiste parle franchement. Monsieur le directeur, dans votre centre, là, il y a l'agressivité, tension. Moi, quand je viens ici, les gens n'étaient pas comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mon métier, c'est pas de la langue de bois. Je leur explique mon ressenti à la direction, qui actuellement a l'air de vivre une période de tension. Défendre les migrants, Esther Benbassa en a fait l'une de ses causes. C'est un peu ma propre histoire d'immigré aussi qui m'a poussé à tout cela. Au Sénat, je représente une autre voix, c'est tout, une petite voix fluette, mais qui est déterminée, qui essaye de se faire entendre. Se faire entendre aussi sur la cause écologique. En devenant sénatrice, Esther Benbassa s'est convertie à l'écologie. J'ai été sensibilisée, j'étais déjà sensible à la question en tant que citoyenne, vous savez, mais je n'étais pas une militante. Écoutez, bonjour, ça va? Ce matin, elle a rendez-vous avec Joël Morel, élu écologiste du 11e arrondissement, sur cette friche, la Basse Filante. Sur ces anciens stades à ciel ouvert, la mairie prévoit de construire un centre de revalorisation des déchets, un gymnase fermé et 80 logements sociaux. Ici, dans une telle parcelle, c'est énorme. Mais oui, alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas contre les logements sociaux, bien évidemment qu'il faut des logements sociaux. Bonjour. Depuis plusieurs semaines, la sénatrice soutient les riverains pour garder un poumon vert au cœur de Paris. Et quel est le problème concernant la densification de cette parcelle? Puis l'origine, il avait été promis que les travaux qui allaient être faits, le projet, rétablirait, restituerait les terrains de sport et referait un jardin public. Nous sommes contre la densification. Vous voyez que c'est un des rares jardins du 11e. Nous sommes dépourvus de ce genre d'espace. Et avec la canicule, on a très bien vu qu'on a besoin de ces espaces, de la végétation, des espaces verts, des sols perméables pour créer des îlots de fraîcheur. Je ne fais pas que de l'écologie environnementale. Je suis une sénatrice qui tourne à travers la France, dans les lieux de réfugiés, dans les centres de rétention, dans les campements, je vais dans les prisons très souvent, je m'occupe de violences sexistes et sexuelles, je m'occupe des pauvres. Écoutez, je suis tout terrain. Une sénatrice tout-terrain, l'élu écologiste est également très impliqué dans la commission des lois et les auditions autour de l'affaire Benalla. Bonjour Esther Benbassa, merci d'être avec nous. On a vu plusieurs facettes de votre travail parlementaire sur le terrain. Je voudrais qu'on commence par ces questions autour des migrants, puisqu'on a vu ce centre de rétention administrative à Vincennes. Vous dites eh bien, que c'est une autre voix que vous voulez faire entendre. Alors, est-ce que depuis le vote de la loi Asile et Migration, vous diriez que la condition justement de ces personnes s'est améliorée ? Le décret a été signé début septembre, donc ce n'est pas nouveau. Toutefois, je me suis posé la question de savoir comment on va garder 45 jours ces personnes, puisqu'avec la loi maintenant, c'est 45 jours. Au lieu de 90. Oui, et dans certaines situations, plus. Mais enfin, 90, c'était pas avant. 90, c'était la proposition de loi. Le vote s'est arrêté à 45. Et dans certaines situations, on peut augmenter le nombre de journées de séjour. Mais il faut dire que dans ces centres, ce sont des lieux de privation de liberté. Les gens sont entassés dans des conditions qui ne sont pas vraiment
disons, apte à garder des personnes qui, en fait, n'ont pas commis un délit. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas de papier, qu'on a arrêtés dans la rue, dans le métro, etc. Et là, moi, j'ai vu aussi pas mal de cas psychiatriques, ce que je n'avais pas vu lors de mes derniers passages dans ce centre. Quand un parlementaire va dans ces lieux de privation de liberté, qu'est-ce que vous faites après? Vous alertez les autorités? Il y a un rapport qui est fait? Quelles sont finalement les conséquences après de vos J'alerte, je vais avec des journalistes, comme vous voyez, on fait des vidéos, j'écris des articles, et puis quand je me suis occupée de cette loi Asile et Immigration, j'ai parlé en connaissance de cause. C'est pas la première fois que je vais dans un centre de rétention. Je fais un peu de la tournée en France, et là, je vois combien on peut parler avec légèreté de ce qui se passe dans ces lieux, et je me dis que bientôt il y aura de vrais problèmes, parce que moi je suis passée déjà dans ce centre, il y avait une tension, la veille il y avait une sorte de mutinerie parce que les gens n'arrivent plus à supporter les conditions dans ces centres. Et on ne voit pas encore, c'est ce que vous nous dites, les effets de la loi Asile et Immigration sur ces centres, sur l'augmentation finalement, l'accélération dans la capacité de traiter les dossiers de ces demandeurs d'asile? Ben oui, parce que d'abord, les conditions n'y sont pas. Je ne sais pas comment on va les garder. En général, dans ces centres, tout se règle entre 12 et 16 jours, où on expulse les gens, où on ne les expulse pas. Mais là, augmenter jusqu'à 45 jours, c'est quand même une décision inappropriée uniquement pour calmer les craintes de la population. C'est vraiment une décision populiste. On a vu aussi que vous êtes une sénatrice engagée aux côtés des écologistes. Je rappelle qu'il n'y a plus de groupe ici écologiste au Sénat. Vous avez d'ailleurs fait ce choix de siéger avec les élus écologistes. Vous êtes adapté à vos nouveaux collègues depuis l'année dernière, en un an. Comment ça se passe? Tout à fait. Mais bien sûr, c'est une autre culture. Il faut s'habituer. Et je crois que des deux côtés, on fait des efforts. Moi, je peux voter ce que je veux, puisque je suis rattachée administrativement. Mais avec mes collègues qui ont des ambitions écologistes, je fais des amendements, je me bats avec eux. Vous savez, comme je l'ai dit dans la petite vidéo, je ne suis pas née écologiste, mais je le suis devenue. Et comme j'habite le 11e, j'ai visité cette friche qui, quand même, était un espace de sport ouvert qui permettait aux jeunes de venir jouer au ballon, de faire des activités sportives. Et maintenant, il y avait aussi un jardin partagé. Tout cela va disparaître avec la construction d'immeubles pour loger 80 appartements. Et ensuite, il y a aussi un centre de valorisation des déchets et puis des gymnases. Alors, le gymnase, c'est mettre fin à cette liberté. Les jeunes venaient sans être adhérents, etc. Et en plus, nous sommes écologistes. Ce n'est pas le seul endroit. Moi, j'habite le 11e et on voit bien qu'on a besoin de ces lieux de verdure, de ces lieux de biodiversité. Difficile de faire entendre sa voix alors d'écologiste à Paris. Je voudrais aussi vous entendre, Esther Benbassa, puisque ça va occuper cette semaine l'audition d'Alexandre Benalla. On vous a vu très active dans cette commission d'enquête sénatoriale. Aujourd'hui, Alexandre Benalla nous dit « Je ne sais pas encore si je vais venir mercredi devant les sénateurs ». Son avocat nous fait savoir qu'il étudie encore tous les recours. Que pensez-vous de cette attitude ? Je pense que cette attitude est très anti-républicaine. Nous faisons notre travail. Vous savez que les opinions de tous les sénateurs qui siègent ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, nous faisons notre travail. Et ce mépris pour le travail parlementaire est inadmissible. Monsieur Benalla a même dit que le Sénat était illégitime. Si le Sénat est illégitime, je ne sais pas pourquoi
il essaye de... Enfin, pourquoi il va venir, n'est-ce pas? Parce qu'il risque 2 ans de prison et une amende. Il est effectivement obligé de venir. Oui. Beaucoup de questions donc à lui poser. Ce sera mercredi. Beaucoup de questions. Benbassa, et on pourra suivre cette audition en direct sur notre antenne. Merci à vous, Esther Benbassa, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.